Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale, un nouveau dossier sur une série de films, une nouvelle critique ciné, où il y aura plusieurs films évidemment dans une seule vidéo, comme j'avais fait un petit peu pour Jurassic Park. Et là, je devais le faire un jour, parce que là aussi c'est emblématique, et il y a énormément de choses à en dire, et ça fait vraiment partie des films que j'ai regardé le plus. Mais ce sera sur une double série, deux séries en fait, même si on pourrait dire trois, parce que c'est trois licences différentes, faut croire. Mais la troisième, c'est vraiment un mix des deux, la fusion des deux. Donc là, on va se retrouver avec Alien dans un premier temps. Je pense que je ferai cette vidéo en deux parties. C'est obligé, parce que sinon il y en a trop. Il y aura une quinzaine de films ou je sais pas quoi. Là déjà, c'est costaud. On se retrouve avec 6 ou 7 films, il me semble. Rien que pour Alien, donc c'est vraiment pas mal du schtroumpf. Et après, pour ce qui est de la deuxième série, on verra ça dans une vidéo à part, je pense. Donc la deuxième série, ce sera Predator, parce que c'est des séries qui se ressemblent beaucoup, et où il y a eu un crossover entre les deux créatures, avec Alien versus Predator. Ça date pas du film, c'est un crossover qui s'est fait relativement tôt dans les comics, en 1989. Là, on va vraiment s'attarder sur les films Alien. Et bien sûr que je vais parler des préquels, Prometheus et Alien Covenant. Donc au total, ça fait 6 films qu'on va traiter dans cette vidéo, en sachant que c'est un petit peu con, parce qu'il y a le prochain, Alien Romulus, dont je ne parlerai pas ici, parce qu'il va sortir cette année, en 2024, mais je le verrai pas tout de suite, je le verrai l'année prochaine, donc... J'aurais pas pu en parler quoi qu'il arrive. De toute façon, rien n'empêchera dans quelques années de faire une mise à jour, une update du dossier comme j'avais fait avec The Grudge et The Ring. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment des films de science-fiction et horreur en même temps. C'est un mix des deux. Le premier, donc le 8e passager, sous-titre qui n'existe qu'en français. En VO, c'est uniquement Alien. C'est sorti en 1979, et oui, incroyable, 45 ans, je sais pas si on se rend bien compte. Alors attention, dans cette vidéo, je vais spoiler comme un porc, tous les films, tous ceux dont je vais parler là, je vais raconter la fin, les révélations, tout ça. Donc, encore une fois, faites attention si vous n'avez pas vu ces films, soyez prévenus par rapport à ça. Et en fait, dès le début, dans ce premier film, t'avais déjà tout ce qui fait la force de la série. Les voyages dans l'espace, avec un vaisseau, filmé avec une maquette, qui en réalité, elle est toute petite. C'était pas encore fait en images de synthèse à l'époque. Les lettres qui apparaissent au fur et à mesure, tu sais, barre par barre, pour former le nom du film. Le nom du vaisseau, avec le nombre de membres d'équipage... son objectif, qu'est-ce qu'il fout là, c'est de quel type. Ça, ce sera récurrent aussi dans surtout les films de Ridley Scott en fait, pas trop les autres. Limite, les trois commencent de la même façon, avec l'équipage qui est cryogénisé, parce que y a pas de voyage rapide, y a pas de trucs à la Mass Effect et Star Wars, l'hyperdrive entre guillemets, non, c'est les voyages dans l'espace, c'est extrêmement long, ça dure des années parfois, donc il faut cryogéniser l'équipage, tu vois, et le vaisseau est piloté automatiquement et géré, entre guillemets, par une intelligence artificielle. Ça aussi, c'est récurrent dans les films. Là, c'est Mother, entre guillemets. Et là, le vaisseau, c'est le Nostromo. C'est un vaisseau cargo. Il transporte des minerais et de l'huile raffinée, a priori. Et ils sont partis de la Terre pour aller à une colonie humaine dans un autre système, mais ils sont réveillés entre-temps par Mother. Et l'équipage, ils sont 7. T'as le commandant, le mécanicien, le scientifique, etc. Et ils sont sortis de leur sommeil par l'IA parce qu'elle a détecté un message mystérieux qui est émis d'une planète à proximité. Et donc, faut aller voir, ça fait partie des règles. Et là, les événements vont s'enchaîner et ils vont trouver une construction mystérieuse, un vaisseau alien, d'une race inconnue, et ils vont ramener à leur bord une mystérieuse créature. Et ça va être le début de la fin pour eux. Parce qu'ils vont tous y passer, sauf une, donc le personnage central de la série, Ripley. Et en fait, Alien, c'est vraiment l'un des tout premiers, ou peut-être le premier, film catastrophe, entre guillemets, où t'as un groupe de personnes, une dizaine à peu près, et ils vont tous se faire tuer par la créature les uns après les autres. Ça a été repris un nombre incalculable de fois par la suite. Et vraiment, dans ce premier film, on retrouve tout ce qu'on retrouvera plus tard dans les suivants, c'est-à-dire l'intérieur du vaisseau où c'est tout blanc,
Parfois on dirait des chambres d'asile de fous, tu sais, avec les murs blancs. Je sais pas si c'est fait exprès, mais l'androïde avec le sang blanc. Ou alors pas forcément des points récurrents de la série, mais des points caractéristiques pour ce premier film. Le côté huis clos, avec la plupart de l'action du film qui se passe dans le vaisseau. Et l'alien, évidemment. Il y en a qu'un dans ce tout premier film. Donc une fois arrivés sur la planète, là, LV-426, ils envoient 3 personnes explorer et tâcher de trouver d'où vient le signal. Et ils trouvent un vaisseau échoué, avec à l'intérieur les restes d'une mystérieuse race extraterrestre. Et juste en dessous, il y a un espèce de faisceau bleu, avec plein d'œufs. Il y en a un qui s'ouvre et qui saute sur Kane, le deuxième officier, et il le ramène au vaisseau, alors que normalement ils auraient dû le laisser dehors en quarantaine. Mais t'as Ash, l'officier scientifique, qui a remplacé celui qui devait être là à l'origine très peu de temps avant qu'il parte, donc déjà ça c'est louche. Et une fois à l'intérieur, ils vont examiner Kane et essayer de retirer la créature qui ressemble un petit peu à une araignée, avec une queue. Il s'est agrippé autour de son visage, et lui il est inconscient. Mais il y a rien à faire, il s'agrippe vraiment trop. Donc ils vont le laisser comme ça, avec peut-être dans l'optique de le recongeler. Et ils vont se rendre compte qu'il a du sang acide. Et quelques temps plus tard, le parasite va se décrocher, tout seul, et mort a priori. Et Kane va se réveiller. Mais pendant le repas, Kane va être pris de spasmes. Et il va donner naissance, bien malgré lui, à une autre créature qui ressemble à un serpent. Et qui va lui perforer le torse et s'enfuir. En sachant que cette scène-là, en plus d'être incroyablement gore, elle a marqué les esprits parce que j'avais entendu ça quelque part. Les acteurs n'avaient pas été prévenus de ce qui allait se passer dans cette scène. Donc leur réaction est spontanée, quoi. Elle est pas jouée quand ils ont vu ça. Après, tu reverras cette scène plein de fois, voire plusieurs fois dans un même film, la scène du chest buster. Mais c'est vrai que dans ce premier film, t'en apprends pas beaucoup sur le xénomorphe, donc le nom les drones, le nom de cette créature. Ce sera surtout plus développé dans le 2, Aliens, le prochain. Et plus tard, ils vont essayer de le chasser et de le trouver, parce qu'ils savent qu'il est dans le vaisseau. Et quand ils vont le revoir, il sera adulte, et il va commencer par décimer un à un les membres d'équipage. On sait pas vraiment si c'est pour se nourrir, s'il se repaît de ses victimes, ou alors si c'est par pur instinct meurtrier. Il veut juste tuer tout le monde, mais a priori c'est un petit peu des deux. Et ce premier film Alien, c'est un film culte, sans déconner. C'est un monument du cinéma, et vraiment, même le revoir actuellement, c'est toujours du bon, voilà, et il passe relativement crème. Il fait pas trop tâche, malgré les effets spéciaux un petit peu vieillots. C'est un petit peu comme Star Wars. D'ailleurs, ça c'est un petit peu con, c'est vraiment un des défauts de la série, une erreur de continuité. Il y en a pas mal, franchement. Et ça vient du fait que, c'est très années 80, l'espace vu par les gens de l'époque, avec les technologies de l'époque, les limitations. Donc ça fait un petit peu cheap parfois, surtout l'alien, quand on le voit en entier la première fois, ce qui n'arrive pas avant la moitié du film, un peu plus je crois, avec Brett. Quand il avance, c'est nul à chier, ses jambes bougent pas, il est sur des roulettes, c'est complètement pourri vraiment, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir, parce qu'il glisse vraiment, il bouge les bras comme ça, c'est vraiment merdique. Dans Aliens, le 2, ce sera largement mieux, même infiniment mieux. Mais les moyens sont infiniment plus élevés là aussi, je suppose. Ouais, pas tant que ça. Le budget du premier film, c'est 11 millions, et le budget du deuxième film, c'est seulement 18,5 millions. Une espèce de prouesse, quand même. Donc autant vous dire que niveau rentabilité, c'est un truc de fou. Parce que le premier au box-office, c'est 185 millions de dollars. Et le deuxième, c'est plus ou moins pareil. Donc t'as un môme qui ressemble à... Enfin, Mother, qui ressemble à un espèce de Minitel. Et dans Prometheus, t'as des écrans 500 000 pouces, tactiles. Ça a aucun sens, quoi. Comment tu expliques ça? Alors que ça se passe avant Alien. C'est vrai que niveau immersion, ça vaut 0, quoi. C'est nul à chier, vraiment. Mais ils avaient pas vraiment le choix, entre guillemets, s'ils veulent rendre ça futuriste. Puis je suppose qu'il n'y a pas que dans Alien que c'est comme ça. Donc après la mort de Dallas, donc le commandant... Et vu que Kane était mort,
a été le premier à y passer, et ben Ripley va devenir de facto, entre guillemets, le plus gradé, le commandant, et elle va se rendre compte qu'il y a un ordre spécial qui a été donné par les hauts placés. En fait, ça a été prévu dès le début que le vaisseau récupère l'étranger, ils disent dans le film. Parce que Alien, ça veut aussi dire ça, hein. Il y a des jeux de mots sur ça d'ailleurs dans Men in Black. Alien, en anglais, ça veut dire extraterrestre, mais ça veut aussi dire étranger. Et en fait, Ripley, elle va la prendre avec Moser, en lui posant des questions, elle veut pas répondre. C'était déjà comme ça avec Dallas, mais en essayant plein de fois, elle va finir par tomber sur l'ordre spécial 937. Elle va demander ce que c'est et elle va se rendre compte que c'était prévu dès le début qu'il récupère l'alien et que après ce sera récupéré sur Terre et pour l'étudier et s'en servir comme arme biologique. C'était déjà le cas dans le premier, c'est assez énorme quand même. Avant Resident Evil et Umbrella et tout ça. Et c'est là où ils vont se rendre compte que Ash c'est un cyborg, hein, un androïde, une saloperie de robot. Et il va leur donner des explications plus en détail et voilà. Ça deviendra récurrent, hein, après dans les prochaines œuvres aliens, pas seulement les films, parce qu'il y a aussi les jeux vidéo, les comics, etc., comme je vous avais dit. Mais dans les films, il y a une espèce de tradition, que ce soit fait exprès ou pas d'ailleurs. En fait, l'androïde principal du film, à chaque fois, il a la première lettre de son nom qui est dans l'ordre, hein, de l'alphabet. Là, c'est H, donc ça commence par un A. Celui de Aliens, le deuxième film, c'est Bishop, donc un B. Ensuite Cole, ensuite David, même si David, c'est pas fait exprès, hein, dans Prometheus. Et dans Alien Covenant, c'est complètement con parce que on passe à Walter. Donc là, ça n'a rien à voir, hein, c'est même pas le E, tout ça. Mais il y a le E dans les comics. Mais c'était pas fait exprès, hein, c'était par rapport en clin d'œil à un mec qui a bossé sur le film et qui s'appelait David, et un autre qui s'appelait Walter, donc voilà. Mais ça déjà c'est complètement con, hein. Quand tu t'appelles Ridley Scott et que tu brises toi-même tes propres règles, c'est qu'il y a un petit souci. Enfin les règles de tes films en tout cas. Après voilà, c'est juste des noms. Donc Ripley va essayer de... Enfin, elle va comprendre qu'elle n'a pas d'autre choix que de détruire le vaisseau, qui coûte quand même des millions de dollars, avec sa cargaison. Donc elle lance la séquence d'autodestruction, et elle a que 10 minutes pour se barrer de là avec la navette. Et elle va y arriver, mais miraculeusement, comme souvent, l'alien a réussi à monter dans la navette, on sait pas trop comment. ça arrive sans arrêt. Des fois c'est complètement con, hein, vraiment. Et après avoir fait des pieds et des mains pour récupérer Jones, le chat du vaisseau, avec des lumières blanches un petit peu agressives, il me semble que c'est aussi comme ça dans Aliens, c'est même encore pire. Ça me faisait détourner le regard dans le 2. Eh bien, elle va partir et dans la navette, elle va l'éjecter dans l'espace et elle va se remettre en cryogénisation. Et on aura la suite dans Aliens. Donc c'est Alien au pluriel, parce que là, il y en a plusieurs, même beaucoup plus. Avec donc le deuxième film qui n'est pas, on va passer à celui-là d'ailleurs, qui n'est pas réalisé par Ridley Scott, mais par James Cameron. Et comme d'habitude dans ses films, il n'a pas pu s'empêcher de rajouter des sentiments à l'eau de rose. C'est l'un des rares trucs qui te fait lever les yeux au ciel un petit peu. Avec, tu sais, quand Newt, à la fin du film, elle appelle Ripley Moser, là aussi. Voilà quoi. Sérieusement, déjà. Et on apprend que Ripley a une fille, ça déjà c'est assez impressionnant, mais je pense que je vous en aurais parlé dans ma vidéo de Alien Isolation, parce que ça va tomber plus ou moins en même temps pour moi. Je suis en train d'y jouer et c'est vrai que le film est très similaire au niveau de l'ambiance et tout, du premier notamment, parce que t'as des DLC sur le Nostromo, Dernier Survivant, tu peux incarner Hélène Ripley d'ailleurs, donc sa mère, et tu l'incarnes et elle aussi elle voit des... Elle tombe sur des aliens, évidemment, hein, c'est la fille de Ripley, donc il faut que ça lui arrive elle aussi. Elle pouvait pas mener une vie tranquille. Non mais après ça peut se comprendre si elle veut retrouver sa mère. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, quand le personnage est introduit, Amanda Ripley McLaren, peut-être elle a des actions dans la Formule 1, allez savoir. Mais en sachant que Alien Romulus va se passer entre Alien 1 et le 2. Voilà, donc je sais pas comment ils vont... faire ça, mais le teaser de quelques secondes qu'on avait eu là, ça m'a pas fait un effet incroyable. Hein. J'attends ce truc, mais avec une certaine appréhension, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on verra bien.
De toute façon, il faut savoir que tous les films Alien, à part Prometheus et Alien Covenant, ont tous été faits à chaque fois par un réalisateur différent, hein, donc c'est costaud. Donc Ripley va se réveiller dans un endroit qu'elle ne connaît pas, et t'as Carter Burke, qui travaille pour la Weyland Yutani. Première fois qu'on entend parler de cette société, qui était probablement déjà à l'origine de cette histoire de ramener l'étranger sur Terre. Et il va lui dire qu'elle a passé 57 ans à dériver dans l'espace en cryogénisation. Et donc évidemment, quand elle va se réveiller, elle va avoir du mal à y croire. Elle fait des cauchemars à cause de cet alien. Elle va s'imaginer qu'elle en a un dans l'estomac, etc. Et elle va demander des informations sur sa fille, et c'est là qu'il va lui en parler, Burke. Elle va voir qu'elle est morte à l'âge de 60 et quelques, alors qu'elle devait rentrer pour fêter ses 12 ans. Donc tu vois, il y avait déjà ce côté... Et elle a perdu sa fille, et donc elle va en retrouver une autre avec Newt, et elle de son côté, elle a perdu sa vraie mère, donc... Oui, d'accord, si vous voulez. Mais bon, j'ai pas été incroyablement fan, même si ça fonctionne, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu trop gros, d'après moi. Mais c'est vraiment l'un des rares défauts de ce film, parce que pour le reste... limite, il enterre le premier sur quasiment tous les points, quoi. C'est hallucinant, quoi. Les suites qui peuvent se targuer d'être meilleures que l'original, il n'y en a pas beaucoup, hein. D'après certains, Terminator 2, celui-là, mais c'est limite les seules exceptions, hein, parce que c'est souvent que le premier film, c'est un film culte, c'est incroyable, comme Les Dents de la Mer par exemple, alors que toutes les suites, c'est des bouses, voilà. Même si dans ce cas-là, je pourrais pas le dire parce que j'ai juste vu que le premier. D'ailleurs, très bon film au demeurant. Alors, il faut aussi que je fasse un parallèle avec le film The Thing hein, de Carpenter, avec Kurt Russell, etc. Ça ressemble énormément au film Alien, et ça date plus ou moins de la même date, hein, la même époque. Qui a copié sur qui ? Eh ben, ça dépend, parce que The Thing, c'est aussi adapté d'un roman, mais c'est très librement inspiré. Il y a pas mal de différences, je suppose, par rapport à l'œuvre originale. Donc c'est une créature qui peut se prendre l'apparence de n'importe qui, humain ou même avec sa voix, ou animal, et il émerge, il prend possession d'un chien, et dans Alien 3, c'est pareil, le dragon, l'alien du film, il sort d'un chien. D'ailleurs, au début, il voulait faire ça avec des chèvres pour éviter la comparaison avec. Et finalement, c'est que dans la spéciale édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que, au moins pour les 3 premiers films, Alien, à chaque fois, tu as une spéciale édition qui rallonge le film avec des nouvelles scènes et tout ça. D'ailleurs, cette histoire de Amanda Ripley, là, la fille de Ripley, a priori, c'est que dans la spéciale édition, hein, qui fait 154 minutes, et l'édition normale fait 137 minutes. Mais t'en as pour les 3 premiers films. Et pour Alien 3, ça change mais énormément. Hein. Là, tu vois les chèvres et pas le chien, etc. D'ailleurs, ils avaient demandé aux acteurs de l'époque de revenir pour doubler ces scènes en off, parce que l'audio d'origine était trop pourri. Mais je l'ai pas vu, hein, la spéciale édition de Alien 3, mais contrairement à celle du 2, vraisemblablement, qui, d'après certains, est la meilleure version. Mais on en reparlera quand on sera à Alien 3. Oui, donc The Thing, voilà, c'est un film, je l'ai revu il y a pas longtemps, avant de re-regarder tous les films Alien pour ce dossier. J'y ai pensé vraiment en regardant Prometheus, hein, vraiment en regardant les derniers. D'ailleurs, pour tout vous avouer, je devais pas re-regarder Prometheus et Alien Covenant. Je vous expliquerai pourquoi. Mais je l'ai fait dans le but de les avoir en tête, de les regarder pour faire ce dossier, tu vois, et pour pouvoir vous en parler. Et donc, c'est une créature qui se transforme, tout ça, qui peut changer de forme, et pareil, c'est une équipe de plusieurs personnes, et ils vont tous y passer les uns après les autres, ou presque. Mais c'est vrai que c'est pareil, hein. Et au début, je trouvais que The Thing, c'était juste un plagiat de Alien, mais en fait, ils sont bons tous les deux, hein. Mais Alien est un cran au-dessus quand même. Mais par contre, attention, hein, The Thing, c'est dégueulasse hein, comme film, c'est incroyablement gore, y a des trucs, attention, hein, ça fout la gerbe, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Alors que les aliens, bon, ça dépend des fois, mais la plupart du temps, ça reste relativement correct, on va dire. Donc, à peine réveillé et remis de ses émotions, Ripley va passer devant un comité qui veulent savoir ce qui est arrivé au Nostromo, un vaisseau hyper cher encore une fois, et sa cargaison.
Et évidemment, ils vont pas croire à cette histoire d'alien, et ils vont retirer sa licence de pilote à Ripley. Mais Ripley, après s'être énervé un bon coup, va leur dire d'envoyer une équipe pour enquêter sur LV-426, mais on va lui rétorquer que c'est pas la peine, parce que depuis des années, il y a déjà des colons sur LV-426 qui veulent terraformer et rendre la planète habitable. Donc évidemment que ça va l'inquiéter. Mais depuis toutes ces années, il n'y a pas eu d'incident. Elle va pas y penser plus que ça. Sauf que quelques jours plus tard, t'as Burke qui va venir la voir chez elle avec le lieutenant Gorman des marines coloniaux, donc des soldats suréquipés, qui vont venir la voir pour lui dire qu'ils ont perdu le contact et qu'ils n'arrivent plus à les joindre et qu'ils ont besoin d'elle parce que ils pensent pas que ce soit vraiment cette histoire de bestiole, mais au cas où, ils aimeraient qu'elle soit présente. Et si elle accepte, ils vont lui rendre sa licence, en bons fumiers qu'ils sont. Et donc, elle décide de partir, alors qu'elle veut plus en entendre parler, évidemment, ça l'a traumatisée et tout, elle essaye d'oublier, mais elle va y aller pour essayer de les sauver, quoi, s'ils sont en danger, les autres. Et cette fois-ci, normalement, elle aura pas à se battre, ce sera les marines qui feront tout le travail. Donc là, on va voir les Marines, hein. On va tous apprendre à les connaître un par un, leurs noms, Vasquez, Frost, Hudson, et voir leur mentalité. Ça, c'est énorme, hein, niveau mentalité des personnages, leur personnalité, leur caractère, leurs états d'âme, c'est un petit peu ça. Donc au début, ils arrêtent pas de déconner, hein. Ils sont la gueule enfarinée, c'est totalement ça, hein. Ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce qui les attend. Et on va s'apercevoir qu'il y a un androïde dans le groupe, donc qui s'appelle Bishop. Mais même s'il essaye d'expliquer à Ripley que H c'était un ancien modèle, et ils avaient tendance à être un petit peu énervés, et que lui c'est pas le cas, il a un inhibiteur de comportement ou je sais pas quoi qui l'empêche de s'en prendre aux humains, mais même malgré tout elle va pas vouloir en entendre parler et lui dire de ne pas s'approcher d'elle. Et là les marines vont débarquer, avec Ripley donc et Burke aussi, qui la compagnie insiste pour qu'il y aille lui aussi, alors que c'est un gras de papier, on voit pas ce qu'il vient foutre ici, mais vous connaissez, vous devez vous douter ce qui va se passer. Et là, ils vont sortir leur artillerie lourde, avec des espèces de gilets pare-balles, des smart guns, des pulse rifles, des fusils d'assaut, avec lance-grenades, fusils à pompe, et le radar, qui a un détecteur de mouvement, avec le fameux bruit. Et vraiment, ils voient personne, hein. Personne qui a l'air vivant, alors qu'il y avait des familles, des enfants, 17 familles normalement. Et donc très vite, ils vont tomber sur l'unique survivante, hein, faut croire, de cette colonie. C'est Newt, une gamine, l'un des enfants qu'il y avait sur cette planète. Ses deux parents et son frère sont morts, et ils vont vite se rendre compte du pourquoi de la chose. C'est des xénomorphes, hein, des drones, encore une fois. Ça, c'est le nom des troufions de base, hein, le rang, les aliens normaux. Parce que t'en as d'autres, hein, mais dans les films, t'en vois pas tant que ça, en fait. En fait, les aliens, c'est vraiment des créatures qui changent de forme, qui évoluent, entre guillemets, en fonction de l'hôte qu'ils habitent, tu vois. Manifestement, si le facehugger, donc l'espèce d'araignée, là, elle s'est agrippée au visage d'un être bipède, ça donnera un drone. S'il s'est agrippé à une créature quadrupède, comme dans Alien 3, ça donnera un runner, faut croire, même si c'est pas vraiment la même chose que dans AVP2, mais le jeu vidéo, qui pour moi est le meilleur jeu Alien jamais créé. Mais il sera à 4 pattes, quoi. Et si c'est un Predator, ce sera un Prédalien, etc., voilà. Donc là, les Marines, ils étaient pas préparés à ça, surtout que malheureusement, ils peuvent pas se servir de leurs munitions, parce que sinon, ça va faire péter le réacteur ou je sais pas quoi. Donc ils pouvaient se servir que des lance-flammes. Et donc ils se font assaillir par un groupe d'aliens et ils sont presque tous tués. Ou alors emmenés dans des cocons pour qu'ils puissent plus bouger. Et devant eux, il y a des œufs. Et les facehuggers sortent et ils se font inséminer comme ça et voilà, c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Parce que un simple drone n'a aucun moyen de se reproduire, hein. À lui tout seul, il est pas si parfait que ça, contrairement à ce que certains disent. Parce que il y aura que lui et il pourra pas faire perdurer sa race, tu vois. En fait, pour ça, il faut une reine. On va l'apprendre avec ce Alien 2. On va voir qu'ils ont... Donc là, c'est la catégorie supérieure, hein, même plus. C'est extrêmement rare, quoi, voilà.
Mais elle est capable de pondre des milliers d'œufs toute seule, et la plupart du temps, elle fait que ça d'ailleurs, hein. C'est rare qu'elle se détache de son espèce d'abdomen là et qu'elle combatte, mais elle peut le faire. Elle le fait d'ailleurs dans ce film. Elle est plus grande, plus forte et plus tout ce qu'il faut, je suppose. Donc là, comme d'habitude, il y aura qu'une poignée de personnages qui vont survivre. Et ils vont se demander comment partir d'ici et comment lutter contre plusieurs aliens, en sachant que lutter contre un, c'est déjà difficile. En sachant que cette histoire de cocon, ça n'a pas vraiment été inventé dans Alien 2. Il y avait déjà ça dans le premier Alien, mais dans l'une des scènes coupées avec Dallas. On devait le voir dans un cocon, mais je suppose que c'est dans la version, la Director's Cut du coup, la spéciale édition. Donc au bout d'un moment, on va se rendre compte que Burke, il veut faire la même chose que plus ou moins Ash dans le premier film. Il veut se débarrasser de tous les autres, et faire croire à un accident ou qu'ils ont été tués par des aliens, et ramener au moins un spécimen sur Terre pour le compte de la Weyland Yutani. Donc le film est sorti en 1986, hein. Ça a pris son temps, la suite. Et le prochain, c'est un petit peu pareil, hein. Alien 3, sorti en 1992. Et là, il y en a des choses à dire, hein. Franchement, c'est le film de la discorde. Autant les deux premiers, ils ont été salués par la plupart des gens, autant ce troisième il a divisé mais comme rarement. Il y en a beaucoup qui le trouvent mauvais ou qui n'ont pas du tout aimé ce film, pour plusieurs raisons. Et moi j'aime bien, tu sais quoi, j'aime bien Alien 3, il a sa propre ambiance, sa propre particularité. Mais en fait Cameron lui-même n'a pas aimé le film, et on comprend pourquoi quand tu vois le début. En fait ça se passe sur une planète prison, où il y a que des détenus avec un double chromosome Y. Donc c'est des mecs. Mais donc déjà ça n'existe pas hein, dans la vraie vie. Mais en fait ça les rend ultra méchants, entre guillemets. Enfin plus que les autres. Alors qu'en fait c'est des criminels normaux. Hein, mais voilà, ils ont fait des crimes. Donc ils sont incarcérés ici. Même si la prison est en piteux état. Mais ils ont décidé de rester quand même, tu vois. Ils ont une espèce de religion. Ils sont très croyants. Et en fait, le vaisseau avec lequel Ripley, Bishop, X, donc le seul marine à avoir survécu, et Newt, ils sont partis de LV-426, il s'est écrasé sur cette planète, donc Fiorina 161. Le vaisseau va être trouvé par un chien de l'un des détenus, et Ripley va être amené à l'infirmerie. Et tous les autres sont morts. Voilà. C'est pour ça que Cameron n'a pas aimé le film. Hein. Comment ont-ils osé tuer mes personnages? Voilà, c'est ça. Et c'est vrai, hein, X, il est mort, Newt, elle est dead, et Bishop est bon pour la casse. Mais dès le début, Ripley va pas se sentir dans son assiette, et elle va avoir du mal à se faire intégrer, et à être bien vue par les prisonniers. Évidemment, hein, ils essayent de pas être perturbés. Donc après avoir été bouleversé, Ripley se demande expressément à Clemens, le médecin, de l'amener à la morgue où il y a Newt, et de voir si elle n'est pas infectée, voilà, si elle n'a pas un embryon à l'intérieur de elle. Donc je parlais de scène hard, attention, hein, ça dépend de la sensibilité de chacun. Là, voir une gamine de 12 ans se faire ouvrir, c'est particulier. Donc Andrews va arriver, le responsable de la prison, et il n'arrête pas de dire « Mettons fin aux rumeurs, voici les faits !» Et il est assez mal luné. Alors, faut savoir que c'est un film qui a eu énormément d'écriture et de scripts différents. T'as d'abord eu la version de Gibson, ensuite celle de Eric Red, ensuite celle de David Tuohy, et etc. Hein. Il y en a eu 4 ou 5. Hein. Donc là aussi c'est complètement con. On va se rendre compte que, bien évidemment, il y a un alien, un facehugger, qui a réussi à entrer dans le vaisseau, quoi. Donc oui, le facehugger va s'attacher au chien, au sens propre, et il va pondre un œuf dedans, et ça va donner lieu à l'alien du film, le dragon, entre guillemets. Et donc les prisonniers vont commencer à disparaître les uns après les autres, et Andrews va croire que c'est des événements fortuits, que c'est des accidents.
En sachant que le film est assez cru hein, au niveau du langage. Il y a pas mal d'insultes et de gros mots comme ça. Ça arrive souvent. Ça donne un aspect un peu nanardesque au film. Mais c'est assez marrant. Et donc, bien malgré elle, Ripley va se raser la tête, déjà, pour coller à l'ambiance de la prison. Et surtout, prêter main forte aux prisonniers pour essayer de tuer l'alien une fois de plus. Et ils vont essayer de mettre au point un piège pour l'emprisonner et le neutraliser. Sauf que Ripley va se sentir de plus en plus mal, et avec un scanner, une échographie entre guillemets, elle va se rendre compte qu'elle est infectée elle aussi. Et donc elle en a plus pour longtemps, hein, à partir du moment où... c'est pas comme les Plagas avec Resident Evil 4, t'as pas de laser pour t'en débarrasser et les réduire en miettes à l'intérieur de toi. Apparemment, une fois que l'œuf a éclos, ça y est, t'es condamné, hein, t'as pas moyen d'y échapper. Et donc, elle va se rendre compte, avec sa supervision de la mort, que non seulement c'est un alien qu'elle a dans le corps, mais en plus, c'est une reine, voilà. Donc, si jamais il sort, ils sont foutus. C'est vrai que c'est vachement important qu'une planète prison soit infectée par un tas d'aliens. Surtout maintenant que la plupart des convicts sont décédés. Non mais voilà, c'est pas parce que c'est une prison maintenant que ce sera le cas dans 10 ans, tu vois. Peut-être que d'autres personnes viendront, peut-être même qu'il y a d'autres habitations, on n'en sait rien. Donc il faut empêcher que ça arrive, tu vois. Et donc, à la fin, après avoir réussi à se débarrasser du dragon, Ripley va... Vraiment à peine quelques secondes avant que le chestbuster il apparaisse, il sorte de son corps, elle va se jeter dans le plomb fondu, donc dans la lave entre guillemets, et c'est un ending couillu, voilà, faut le dire, il tue le personnage principal, quoi, Ripley. Elle se jette dans la lave, tu vois le chestbuster, c'est culte, voilà cette scène. Mais en même temps, c'est ce qui a foutu un petit peu la licence dans la merde, hein, parce que comment tu veux continuer à faire des films aliens sans Ripley, alors que c'est le personnage emblématique, quoi. C'est un peu comme Indiana Jones avec Harrison Ford. Ils le font tourner. Je plaisantais dans ma vidéo de Lego Indiana Jones avec Harrison Ford et ses 80 ans, mais maintenant c'est plus une blague, c'est comme ça, quoi. Dans le 5, c'est toujours lui. Mais voilà, ça peut se comprendre. Et c'est vrai que bizarrement, Alien 3, et notamment cette fin du film, je me souviens l'avoir vu à la télé quand j'étais gamin, alors que les autres, pas vraiment. Mais c'est vrai, je me rappelle de ce côté rouge, tu vois, à cause de la lave, entre guillemets, ce côté un petit peu usine. Et le thème du film qui est assez marquant, assez réussi, alors que les autres, c'était pas forcément le cas dans les précédents. Musicalement, les aliens, c'est compliqué, hein. C'est pas le point fort de cette série. Mais des fois, t'as des espèces de fulgurances, quand même certains, puis tu les reconnais, quoi. Enfin, à condition d'avoir vu chaque film 5 ou 6 fois, comme moi, en tout cas. Bon, ensuite, Alien 4, hein, Alien Résurrection. Et là, vous êtes en train de vous dire, non mais c'est pas possible, il y a d'autres films après ? Comment ils ont fait ? C'est simple. Ils ont pris le titre du film au pied de la lettre, avec le fait de ressusciter Ripley. Mais au début, ça devait pas être ça, hein. La personne qui a écrit le script, c'est Joss Whedon, qui avait travaillé sur Buffy et Angel et 2 films Avengers. Et au début, il voulait que ce soit Newt qui soit cloné, mais les producteurs du film ont dit que Ripley était trop emblématique, donc finalement ce serait elle. Et donc Whedon, il a eu que quelques jours pour modifier le script et trouver un moyen de ramener Ripley. Mais il faut savoir que Whedon, il avait écrit une fin totalement différente que celle qu'on voit dans le film, et donc ça lui a pas plu qu'ils aient modifié un petit peu son script. Et donc dans Angel, il se venge un petit peu avec un certain personnage qui dit mon mari, il aime bien les monstres, surtout tous ces films avec des aliens, sauf le dernier où il s'est carrément endormi. elle dit. Donc le film, ça se passe 200 ans après les événements de Alien 3. On est sur un vaisseau de recherche qui s'appelle l'Auriga, et ils ont réussi à ressusciter Ripley,
avec un clone. Et vu que on sait très bien que ça fonctionne comme ça, le clonage, à l'intérieur de ce clone, eh bien, elle a toujours le chestbuster de la reine. À l'intérieur de elle, ça l'a ramené lui aussi. Et donc, ils vont l'extraire, parce que c'est ça qui les intéresse en fait, hein. C'est pas vraiment Ripley. Ils l'ont ressuscité à partir de son sang trouvé sur Fiorina 161. Et en fait, c'est encore d'autres fous qui veulent contrôler les xénomorphes et se faire une armée d'armes biologiques, d'aliens, notamment Pérez, le général de la station. Et ils vont aussi en profiter pour faire des expériences biologiques sur eux, comme ils l'ont fait avec Ripley. Parce qu'avant elle, il y a eu 7 autres clones qui étaient dimorphes, qui étaient échoués, voilà. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, ça n'a pas simplement ressuscité Ripley, ça lui a aussi donné des propriétés et des aliens. Donc elle a elle aussi le sang acide, et elle a des sangs surdéveloppés et ce genre de choses. Et au bout d'un moment, t'as un groupe de mercenaires qui arrivent à bord du Betty et qui vont s'arrimer à l'Auriga. Ils sont dirigés par Elgin, un groupe de mercenaires, quoi. Ils ont été engagés par Pérez contre une certaine somme d'argent pour leur amener du matériel, des humains en stase, parce qu'ils ont détourné leur cargo. Ils sont pas vraiment du bon côté de la barrière. Et ils les ont amenés à Pérez, mais ils savent pas pourquoi, tu vois. Mais très vite, les événements vont dégénérer avec le nouveau membre de l'équipage du Betty, donc Cole, qui va contourner les protocoles de sécurité pour enfreindre les règles, pour pénétrer dans la cellule de ce 8e clone de Ripley, pour la tuer. Parce qu'elle sait qu'il y a un alien à l'intérieur, mais ce qu'elle savait pas, c'est qu'ils lui ont déjà retiré. Mais ils l'ont fait le plus tôt possible, elle était même pas réveillée. Et donc, ils vont faire une espèce d'élevage de xénomorphes. Ils vont en produire 12 et les élever en cage, entre guillemets. Et tu sens que Ripley, elle est différente, quoi, de ce qu'elle était dans les 3 premiers. Elle a plus le même comportement, elle est un petit peu perdue, elle se pose des questions sur ce qu'elle est, évidemment. Il y a tout ce délire avec les paroles de Cole aussi. Le côté « qui es-tu vraiment ?» Et en fait, les aliens, ils vont en avoir plein le cul au bout d'un moment d'être entre 4 murs, et ils vont sacrifier l'un d'entre eux, parce que l'équipage de l'Auriga a eu la bonne idée de les mettre 3 par 3, et il y en a 2 qui vont se retourner contre l'autre. Il faut qu'ils soient sacrifiés sur l'autel de la fuite et de la liberté, et avec le sang acide, ça va creuser un trou dans le sol, et ils vont se barrer comme ça, et tout le monde va s'enfuir, et tout le monde va crever comme d'habitude. Bon, ce film, il est pas dénué d'intérêt. Honnêtement, comme Alien 3, il est assez moyen, si on le juge de façon neutre, il est pas culte comme les 2 premiers. J'aime moins que les autres. Et on pourrait croire qu'il est sorti début 2000, genre 2006, 2008, parce qu'il a l'air récent comme ça. Hein. Mais en fait, non, pas du tout. Il est sorti en 1997. Et oui, on croirait pas qu'il est aussi vieux, qu'il est sorti si peu de temps après le 3, mais si. Hein. Et en fait, on va se rendre compte que Cole, c'est un androïde, mais un androïde nouvelle génération, avec des sentiments, entre guillemets, et... Donc ouais, pourquoi pas, s'ils veulent, hein. T'as des personnages hauts en couleur, au moins t'as pas vu ça dans les précédents, hein. Même les scènes de mort, tout ça, t'en as 2 qui sont noyés, t'en as un qui fait un coup d'éclat avant d'être chest-bursté, enfin voilà. Ah oui, et aussi, le principal intérêt du film, la nouvelle créature, le Newborn, voilà, un espèce d'alien blanc, qui est un peu dégueulasse quand même, il ressemble pas à grand chose. Il est difforme lui aussi. En fait, on va s'apercevoir que au début, la reine, elle pondait des œufs de façon normale, comme dans Alien 2, mais elle a ajouté un nouveau cycle, t'as l'un des scientifiques qui nous explique là, et Ripley lui a donné un moyen de reproduction humain, où en fait elle accouche, quoi. Tu la vois écarter les jambes et tout, c'est un petit peu étrange, et hurler en donnant naissance. Et elle donne naissance à ce truc-là. C'est pas un xénomorphe, c'est une nouvelle créature. Il est déjà adulte quand il naît. C'est un peu comme Alien 3 où il n'y avait pas de chestbuster, c'est un petit peu étrange quand même. Il était déjà adulte en sortant du chien, la bestiole.
Bah, c'est pareil, hein, à peine 5 secondes après sa naissance, il fait déjà son premier meurtre, hein, c'est assez marrant quand même. Il a des cris spécifiques, une tête spécifique, un comportement spécifique, c'est un petit peu étrange. Parfois, il aide les humains, peut-être sans le vouloir. Hein. À un moment, il ferme la porte du Betty, du sas, mais pour qu'il puisse décoller. Pourquoi il fait ça? Il y avait un truc, hein, il y avait un potentiel, hein, avec ce monstre pour le rendre dressé, entre guillemets. Ça s'est pas encore arrivé, mais s'il faut, ça va arriver avec une puce de contrôle dans le cerveau. Avoir un alien de compagnie dans les prochains films, allez savoir. Mais non, en fait, attention, il est super fort. Hein. En un coup de patte, il tue la reine, tout ça. Et en fait, il va prendre Ripley pour sa vraie mère. Ce qui est un petit peu étrange là aussi. C'est sa grand-mère, entre guillemets. Alors que la reine, il veut pas en entendre parler, alors que c'est sa vraie mère biologique. Et voilà, tu sens qu'il y a un côté humain avec ses cris. C'est un petit peu perturbant, hein, les cris qu'il fait. C'est quasiment une voix humaine. Hein. Donc pourquoi pas s'ils veulent, hein. C'est le seul film de la série où tu vois cette créature. Et avec ce film, c'est la fin de la série principale, hein, entre guillemets, la série chiffrée. Alors en sachant qu'il y avait un Alien 5 qui était prévu, de Neil Blomkamp. Ça a été annoncé en 2015, mais ça a été annulé par la Fox. Parce qu'ils voulaient pas faire 2 films Alien en même temps, donc ça a été annulé en faveur de Alien Covenant de Ridley Scott. En sachant que ce film devait ramener X, Newt et Bishop, en fait ils auraient survécu quoi, ça allait annuler les événements de Alien 3 et Alien 4 Résurrection, et ces deux-là ça aurait été une continuité parallèle, ça aurait été le rêve de Ripley, elle aurait imaginé ces scènes, et là l'imagination débordante, et les vrais events, la vraie séquelle, ça aurait été la vraie suite, ça aurait été Alien 5 mais qu'on n'aura jamais quoi du coup. Alors ensuite, on passe à Prometheus, sorti en 2012. C'est le retour de Ridley Scott sur la série Alien, même si le film ne s'appelle pas Alien, et c'est pas à proprement parler des films Alien avec sa suite Covenant, dont on parlera juste après. En fait, c'est des préquels, tout simplement. Donc le film se passe plus ou moins 20 ans avant les événements du premier Alien. C'est censé expliquer l'origine des xénomorphes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens l'ont vu, et s'y attendaient, et je pense que c'est aussi pour ça que pas mal de gens, dont moi, ont été déçus par ces 2 films. Autant vous le dire tout de suite, je suis pas un énorme fan de Prometheus et Alien Covenant, je trouve ces 2 films décevants, et c'est un petit peu de la branlette intellectuelle. On sait pas vers où il a voulu nous emmener le Ridley. D'ailleurs, le nom Ridley, le nom de l'ennemi principal dans Metroid, c'est Ridley. C'est par rapport à ce réalisateur. Et Metroid, c'est plus ou moins inspiré de Alien. Donc le film commence avec un être mystérieux qui ressemble vaguement à un être humain. Il inhale une espèce de poudre et il meurt. Voilà. Et après, on voit 2 professeurs, donc professeur Elizabeth Shaw et le professeur Holloway, qui sont en couple et qui ils découvrent une caverne avec des graffitis faits par des hommes préhistoriques, mais il y en a un qui attire particulièrement leur attention. C'est un espèce d'être bizarre, qui ressemble à celui qu'on a vu il y a 2 minutes, qui pointe du doigt des étoiles, et le pattern, l'ordre des étoiles et tout, il ressemble, enfin c'est pas qu'il ressemble, mais c'est exactement le même que d'autres qui viennent du Cambodge, un autre qui vient du Guatemala, et vraiment, les civilisations entre elles n'avaient aucun moyen n'étaient pas reliées entre elles, tu vois. Ils avaient aucun moyen de communiquer, et pourtant, c'est le même, quoi, quasiment le même dessin. Donc Shaw et Holloway vont contacter d'autres experts, et une société bourrée de thunes, Weyland a priori. C'était pas encore Weyland Yutani, ça c'est la fusion de 2. Pour aller vers ce que montrent ces étoiles, à cet endroit, et mener une expédition, et pour essayer de trouver, peut-être, qui sont les créateurs de l'espèce humaine. Ce qui est bien avec ce film, c'est que on s'attendait à l'origine des aliens, et ça nous parle de l'origine des êtres humains. Donc oui, c'est tout à fait ce qu'on voulait, hein, évidemment.
Et en fait, les ingénieurs, cette race qu'on a vue au début là, eh bien, c'est les mêmes que les extraterrestres à tête d'éléphant là qu'on voyait dans le tout premier film Alien. Donc ils donnent une explication à ça. Mais Ridley, ça lui plaisait pas, cette tronche, donc il lui a fait des têtes d'humains en mode fantomas, et en fait, la trompe d'éléphant, c'est leur casque, en fait. Donc oui, d'accord. Mais bon, si je devais dire tout ce qui va pas dans Prometheus et Alien Covenant, franchement, ça prendrait toute la vidéo, hein, donc je vais pas y passer non plus très longtemps. Et après tout, chacun son avis. Hein. Ça, c'est juste un spectateur lambda, ce dossier, qui donne son avis. Hein. Donc moi, je suis pas cinéphile ni rien, hein, mais c'est ce que j'ai remarqué en regardant ces films. Et c'est vrai que Prometheus et Alien Covenant, il y a beaucoup plus de défauts qui m'ont sauté aux yeux, hein, et de trucs qui vont pas, que les autres. Parce que j'étais plus vieux quand je les ai regardés la première fois, je suppose. Donc je me pose plus de questions, forcément. Donc le nom du vaisseau, c'est le nom du film, hein. C'est le Prometheus, hein. Avec 17 membres d'équipage, dont Shaw et Holloway. Et le nom de l'androïde, qui du coup veille sur l'équipage pendant qu'ils sont en hyper-sommeil, c'est David, hein. Le plus gros défaut du film et de Covenant, d'après moi. Mais pour certains, ce sera un avantage, hein, parce que le perso est à la fois et aussi détestable qu'il est génial, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est une pourriture, mais sans nom. Hein. Et ce qui me dérange, c'est que c'est un androïde, voilà. Il n'est pas censé prendre ses propres décisions et se retourner contre les humains, entre guillemets. T'es censé faire ce qu'on te dit et la fermer, voilà, c'est ça le truc. Mais bon, faut comprendre que c'était un modèle avant H, donc ça explique peut-être pourquoi il est aussi belliqueux, vu que ça se passe avant Alien. Et Bishop, encore une fois, il expliquait que les anciens modèles, tout ça... Mais bon, tout de même, quoi. Il cligne des yeux et tout, il est trop humain, quoi, voilà. C'est ça qui me gêne. T'as ses cheveux qui poussent et tout, surtout dans Covenant. Il se renseigne sur tout, hein, la musique, il essaye d'être omniscient, entre guillemets, et d'en apprendre plus sur les humains. Lui aussi, il se pose des questions sur ce qu'il est. Il y a un parallèle qui est fait avec les ingénieurs qui ont créé les êtres humains, mais vous, les humains, vous m'avez créé moi, donc c'est pas la même chose. Donc tu vois, il pose cette question et tout, c'est relativement bien amené, je suppose, et il y a tout un aspect religieux, mais ça, c'est surtout dans Covenant, c'est pas vraiment dans... Mais vraiment, ça par contre, c'est pas bien amené du tout. Hein. C'est jeté à la truelle, à la gueule du mec, du spectateur, dans Covenant, what the fuck. De toute façon, toutes les personnes qui ont regardé ces deux films, ils doivent absolument se poser cette question. Quel est le film le plus pourri des deux ? Est-ce que c'est Prometheus ou est-ce que c'est Covenant ? Lequel est le plus merdique ou le moins mauvais ? C'est... ça, même Einstein, il saurait pas y répondre, hein. C'est une question existentielle, mais un truc de fou. C'est particulier quand même. Pourtant, comment être plus détestable que Vickers, donc le personnage de Charlize Theron, il faut le vouloir. Hein, ça, c'est vraiment l'habillage de service, mais un truc de fou. Après, j'ai un énorme problème avec Prometheus et Alien Covenant. C'est le même reproche que je ferais à Predators. Et il n'y a pas ça dans les autres films. Dans les autres films, tu fais un peu bien ton travail et pour chaque personnage, tu vas mettre des répliques qui les présentent, qui dit leur nom 2 fois, 3 fois. Un personnage dans un film, si tu dis pas son nom au moins 3 fois, tu ne retiendras pas son nom. Et dites-vous que certains personnages, dans ces 3 films que je viens de vous citer là, on ne cite pas leur nom, certains, pas une seule fois. Et donc tu ne retiens jamais leur nom et tu t'en branles complètement de ces persos de merde. Voilà. Les personnages dans Covenant et Prometheus, c'est compliqué, hein, vraiment. Hein, même les personnages de Alien 3 et 4, ils sont mieux que ça. Hein. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et je vais essayer de pas trop bâcher ces 2 films, même si ça va être dur. Par contre, techniquement, ça arrache la gueule, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les effets spéciaux et tout, des vaisseaux spatiaux et tout. Là, on a passé un cap, hein, clairement.
Et un autre truc que j'ai pas aimé aussi, c'est le thème principal du film, qui ressort sans arrêt, hein, ils te le remettent à toutes les sauces, toutes les 20 minutes, c'est insupportable, hein, il me sort par les yeux. On l'entend aussi un petit peu dans Covenant. Donc bref, l'équipage du Prometheus va atterrir sur... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas la même planète, c'est pas LV-426, c'est LV-223, mais ça y ressemble beaucoup, hein, avec le vaisseau, tout ça. En fait, les deux, c'est toutes les deux des lunes d'une planète appelée Kalpamos. Et l'autre nom de LV-426, c'est Acheron, même si tout ce que je viens de vous dire, on l'entend jamais dans les films. Donc bref, ça ressemble un petit peu au premier Alien, hein, pour le coup, avec le fait que les membres d'équipage vont atterrir sur la planète et rentrer dans le vaisseau et enquêter, et voir les cadavres des ingénieurs et tout ça, et essayer d'en apprendre plus, où il y a diverses choses qui vont attirer leur attention, notamment des hologrammes, et une chambre, une certaine salle qui se différencie des autres, avec des espèces de jarres noires posées sur le sol, et ça a l'air vivant, avec une espèce de texture noire gluante. Mais il y a une tempête magnétique qui se prépare, donc faut rentrer au vaisseau, les enfants, et laisser tomber momentanément leurs études du lieu. Mais ça a l'air prometteur, voilà. D'où le fait que ça s'appelle Prometheus. Non, je déconne. Mais il y a 2 membres d'équipage qui vont rester en retrait, qui ne sont pas encore arrivés, ils sont pas encore rentrés alors qu'ils sont partis avant les autres. Et ils vont revenir dans cette salle et tomber sur un espèce de proto-facehugger qui ressemble à l'ennemi Manta dans FF9. Et il va sauter sur la gueule de l'un d'entre eux et le parasiter, un peu à la façon des facehuggers. Et pendant ce temps-là, au vaisseau, David va commencer à se comporter de façon bizarre. Lui qui était d'apparence assez gentil, il a ramené en secret l'une des jarres et il a mis une goutte du liquide dans un verre d'alcool du professeur Holloway et il lui a fait boire. Et lui aussi, il va avoir des spasmes et tout, les yeux rouges. Ça a un effet sur son organisme. Et là, l'expédition va commencer à aller à volo. Et donc, on va se rendre compte que Peter Weyland, le président assez âgé de Weyland Corporation, c'est lui qui finance l'expédition, il avait enregistré un message avant sa mort présumée pour les professeurs Shaw et Holloway. Et on va se rendre compte qu'il est toujours vivant, il était dans le vaisseau pendant tout ce temps, et il veut échapper à sa mort proche. Il va arriver, mais il refuse l'inéluctable, tu vois. Il veut que les ingénieurs, s'ils ont créé l'espèce humaine, eh ben, ils sont bien capables de le sauver de la mort. Et il considère David comme son fils, alors que Vickers, eh ben, c'est sa vraie fille. Mais il l'a plus ou moins déshérité au profit d'un androïde. Autant dire que ça lui plaît pas vraiment. Donc Shaw et Holloway pensaient que tous les ingénieurs étaient morts, c'est ce qu'ils ont cru constater quand ils étaient dans le vaisseau, mais David a exploré d'autres parties, tout seul, de son côté, du vaisseau, et il a remarqué qu'il y en avait un qui était vivant, en cryogénie plus ou moins lui aussi. Et avant ça, on a eu la confirmation que les ingénieurs ont bel et bien balayé des années de darwinisme, comme ils disent dans le film. C'est bel et bien eux qui, a priori, ont créé l'espèce humaine, parce que quand tu compares leurs 2 ADN qu'ils ont relevés dans le vaisseau, donc les ingénieurs et l'espèce humaine, eh ben c'est strictement identique. Comment ça prouve que c'est bel et bien eux qui ont créé l'espèce humaine? Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas c'est ce que Shaw et les autres pensent. Donc peu après la mort de Holloway et l'autre mec qui était infecté là, Shaw va se sentir mal elle aussi, mais elle n'a pas été en contact avec le liquide noir, donc ça lui semble bizarre, et donc elle va passer un scanner, un peu comme Ripley dans Alien 3, pour voir ce qui lui arrive, et David va lui annoncer, à sa grande surprise, qu'elle est enceinte quoi, elle a quelque chose dans le ventre, alors qu'elle est stérile, ça devrait pas être possible, Donc là c'est un mélange de joie et de crainte, et de incompréhension, parce que what the fuck. Mais dès que David va lui dire que c'est pas vraiment un embryon humain, là elle va comprendre et elle va essayer d'échapper à ces geôliers, entre guillemets. Ils veulent la mettre en stase,
Parce qu'elle aussi, elle est infectée par une espèce de proto-alien. C'est des espèces d'octopus, c'est un petit peu étrange. C'est des espèces de pieuvres vraiment dégueulasses. Mais elle refuse évidemment de se laisser faire. Et donc elle va à la salle d'opération et elle va se faire retirer. C'est un petit peu dégueulasse, attention. L'embryon, le chestbuster, avant qu'il lui explose le ventre, et elle-même, quoi, à coups de sédatifs et tout, à coups de laser. Attention, c'est hard, Et la créature est vraiment dégueulasse, mais c'est un calmar, quoi, voilà. Ça n'a rien à voir avec un chestbuster classique, mais Shaw va s'en débarrasser, essayer de l'enfermer dans la capsule, et essayer de le stériliser, le purifier, et apparemment elle a réussi, il est inerte, mais on va se rendre compte plus tard, à la fin du film, qu'il a survécu et que c'est un homme pieuvre, quoi, voilà. C'est l'attaque de la Terre par les hommes pieuvres. Comme dans Gremlins 2, c'est exactement ça, c'est la bestiole. Et une espèce de poulpe géant sur pattes qui attaque tout le monde et il veut dévorer tout le monde. Et on en reparlera plus tard à la fin. Mais les événements vont s'enchaîner et David va plus ou moins trahir le groupe et amener Weyland à l'ingénieur qui est vivant et traduire la langue et lui dire on est venu ici pour vous rencontrer, quel honneur, s'il vous plaît, veuillez sauver mon créateur, parce que c'est lui qui a créé David, on le voit au début de Alien Covenant, puis de toute façon c'est dit dans le film, mais le mec va s'énerver, il va essayer de tous les tuer, il va péter un câble, tu sais pas pourquoi. Et il s'en fout en fait. On apprend dans le film que les créateurs, ils voulaient lâcher cette armée de poulpes là, de parasites, de matière noire, sur la Terre. Ils étaient prêts pour partir sur la Terre. Ils sont endormis temporairement. Quelque chose les en a empêchés, mais en vérifiant les coordonnées de la destination, tu vois qu'ils sont partis pour la Terre, quoi, pour tuer tous les humains, parce qu'ils sont mécontents de leur création, voilà, c'est jamais expliqué clairement pourquoi ils veulent faire ça, mais parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur de la nature. C'est un petit peu une critique de l'être humain, c'est un petit peu misanthrope, la critique de l'être humain. Donc il y a ce côté-là aussi dans le film. Donc Shaw essaye de les dissuader, Weyland et les autres. Elle a compris le danger que représentaient Ils sont pas comme ils les imaginaient, les ingénieurs. Mais ça va être trop tard. Il va tuer Weyland et arracher la tête de David. Mais Shaw a compris que l'ingénieur veut partir et finir le travail de ses comparses. Il veut partir pour la Terre. Elle va essayer de l'en empêcher, mais il n'y a pas 36 solutions. Comment tu veux faire ça ? Il faut utiliser le Prometheus pour... c'est pas un navire de guerre, c'est un navire de transport. Et il faut utiliser le Prometheus pour le percuter et l'emmener dans la tombe et le détruire comme ça, quoi. Et c'est ce qui va se passer, mais pas avant que Vickers pense qu'à sa gueule et s'éjecte avec sa capsule de survie. Mais pas pour longtemps. Shaw, donc, apparemment est la seule survivante de cette expédition, est coincée, a priori, sur cette planète. Sauf que elle va recevoir un appel de David, alors qu'elle s'était réfugiée dans les restes du Prometheus, pour avoir un petit peu d'oxygène. Et David va lui dire « Il est à votre poursuite ». Donc, qui ça ? Elle retourne dans l'unité médicale. C'est vrai que c'est vachement intelligent d'aller à sa poursuite, mais si elle veut de l'oxygène, elle n'a pas vraiment le choix. Et elle va découvrir que son bébé, entre guillemets, a bien grandi, et c'est devenu cette créature poulpe là que je vous disais, avec une espèce de bouche géante. C'est vraiment monstrueux, quoi, ce machin, c'est Cthulhu, quoi. Et il va absorber le dernier ingénieur, qui lui aussi était à la poursuite de Shaw. Il avait survécu, mais pas pour longtemps. Et le poulpe va le impregnated, l'ingénieur. Et David va demander à Shaw de le sauver. Ça, son erreur fatale, franchement, elle aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû lui écraser la tête. Mais il a dit sans moi, vous ne quitterez jamais cette planète. Et il y a d'autres vaisseaux qui, eux aussi, sont en partance pour la Terre. Et donc, faut les arrêter. Et Shaw et la tête de David sont partis pour un long voyage. Et en scène post-crédit, entre guillemets, enfin, à la toute fin du film, c'est juste avant les crédits, on voit que du corps de l'ingénieur sort un proto-alien
Une créature toute noire avec une tête allongée qui ressemble énormément au xénomorphe, mais c'est pas la même chose. Mais là, tu t'aperçois que tu te dis « Oh putain, ça y est !» Mais ça a aucun sens. Enfin, le nombre de formes qu'il y a eu dans Prometheus et Alien Covenant, en quoi un poulpe ça donne naissance à un xénomorphe? Parce que oui, d'accord, c'est une créature qui a sans arrêt évolué, et après ça a donné les xénomorphes qu'on connaît, c'est leur forme parfaite, hein, un petit peu comme Perfect Cell, c'est pour ça qu'ils évoluent plus, sauf intervention humaine, c'est leur forme finale, hein, c'est ce que dit David dans Covenant. C'est le perfection. Voilà, en plus, c'est Michael Fassbender qui son interprétation est énorme, il n'y a pas de problème. Hein. La majeure partie des gens ont salué son acting. Oui, et bien sûr, surtout dans Covenant. Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais putain, quel personnage relou de ouf. Le personnage le plus énervant de toute la série, hein, le plus détestable, ça je crois qu'il y a... C'est le moins qu'on puisse dire. Bon ben on va passer au dernier film, hein, avec Alien Covenant, ou plutôt devrais-je dire Prometheus 2. Parce que oui, ils se sont dit... Bon les mecs, on va quand même remettre le titre Alien, parce que faut pas déconner non plus, hein, c'est ma série, c'est moi qui ai créé le premier épisode quand même... Donc voilà, Prometheus c'est bien beau, mais celui-là on va pas l'appeler Covenant, hein, fais pas chier. Hein, parce que c'est le nom du vaisseau, comme avec Prometheus. Encore une autre expédition, tu sais quoi. Donc ça se passe 10 ans après Prometheus. Le film, quant à lui, est sorti en 2017. Mais qu'on s'y trompe pas, hein, c'est vraiment la suite avec certains des mêmes personnages que l'épisode précédent, et qu'est-ce qui est arrivé au professeur Shaw, etc. On le verra ici. Et au début, ça commence avec la création de David. On voit comment il a été créé avec Weyland jeune, et ses premiers contacts avec les humains, ses premières questions. Et ensuite, on passe à Walter, qui lui ressemble trait pour trait. Il a la même gueule que David. Il est donc l'androïde du... Ça commence vraiment comme Prometheus, hein, avec et Alien 1, avec les colons, cette fois-ci, qui sont 2000 dans le vaisseau, parce qu'ils ont un projet de terraformation, ils veulent trouver une autre planète que la Terre, pour y amener les humains. Et donc, ils en ont trouvé une, ils ont mis des mois, voire des années pour la trouver. C'est habitable, donc le travail est minime de terraformation. Ils vont pouvoir s'y installer le plus vite possible, mais le voyage va durer des années. Et pendant ce temps-là, Walter, qui est donc le nouveau modèle de David, entre guillemets, l'androïde de ce film, il va essayer de faire la maintenance du vaisseau, mais comme d'habitude, un incident va se produire, et il va y avoir une tempête ionique vraiment subite, hein, ponctuelle, hein. Donc on pouvait pas le prévoir avant, et certains des colons, une vingtaine, vont se réveiller, pas tous, mais ils sont tous en couple, voilà, c'est des familles, parce qu'eux ils sont censés... faire pérenniser l'espèce humaine sur cette planète. Mais le mec de Daniels, donc Danny, il va mourir, il va faire partie des pertes, certains colons vont y passer dans cet incident, et donc c'est un autre qui va prendre, on dirait l'acteur de Matt dans Hartley Cœur à vif, mais j'ai vérifié, c'est pas le même, hein, mais ça aurait pu. Mais c'est Oram qui va prendre la succession du commandement, parce que c'était le mec de Daniels. Donc il va avoir du mal à se faire accepter, mais il faut continuer le voyage. Sauf qu'ils vont recevoir un message de Mutter, là aussi, c'est quasiment le même nom que Mother, hein, c'est quasiment la même IA que dans Alien 1, un espèce de clin d'œil. Il se passe quelque chose comme d'habitude, il y a une autre planète, ils vont recevoir un signal, et c'est une chanson humaine, bizarrement, qu'ils vont reconnaître, et ça vient d'une planète qui, apparemment, est encore meilleure que celle où ils voulaient s'installer. Apparemment, elle a l'air paradisiaque, hein, des forêts, de l'eau, là aussi, encore plus que l'autre, mais pourquoi ils ne l'ont pas détecté plus tôt? Danny ne va pas être d'accord avec la décision du chef, qui est d'y aller pour voir ce que ça donne et de s'y installer. Donc...
Objection retenue, mais on y va quand même. Ils arrivent là-bas, c'est la merde. Il y a des tempêtes, il pleut. Alors oui, d'accord, il y a des montagnes, ça ressemble beaucoup à la Terre, d'accord, il y a de l'eau, la forêt, oui d'accord, ça c'est présent. Mais pourquoi il n'y a pas un seul animal? Et c'est quoi ces putains de sports qu'il y a partout, et que dès que tu marches dessus, tu crèves 20 minutes plus tard? Voilà, parce que ça va leur arriver. Mais c'est bizarre, parce que là aussi, c'est pas la même chose que dans Prometheus. C'est plus la matière noire, visqueuse qu'il y avait avec le proto-alien. C'est des espèces de champignons, et tu marches dessus, ou tu le touches, et il y a des spores qui sont libérés de ce truc. Ça rentre par ton nez ou par tes oreilles, et bizarrement, ta façon de crever sera différente si c'est l'un ou l'autre. C'est assez marrant, enfin marrant entre guillemets. Et ça va donner naissance à des aliens blancs, qui ressemblent pas mal, ils sont albinos, c'est des néomorphes. On se rapproche de l'alien qu'on connaît, mais ils sont extrêmement violents, c'est un truc de fou. Ils font 30 cm à la naissance, mais ils te sautent à la gueule et ils t'écharpent le visage. Attention, hein, c'est costaud. Donc, Danny et les autres vont essayer de... Et non pas Danny Alves, c'est pas la même chose. Ils vont essayer de... C'est un joueur de foot. Ils vont essayer Ils sont coincés sur la planète, parce que malheureusement, peu après leur atterrissage de la navette, il y a une tempête qui arrive, et donc c'est le bordel, on n'arrive pas à les joindre, et on n'arrive pas à se poser parce que c'est dangereux, et donc ils sont livrés à eux-mêmes, donc ils veulent essayer malgré tout, de contacter le Covenant, et pendant ce temps-là, t'en as deux qui sont infectés par donc les néomorphes, et t'as un membre qui va provoquer l'explosion de la navette, et donc ils peuvent plus repartir, et encore une fois, t'as 5 ou 6 colons qui sont morts là-dedans. Et t'as un mystérieux personnage qui va sauver les survivants. Donc Danny et Oram et les autres. Et en fait, on va s'apercevoir que ce mystérieux personnage, eh bien, c'est David, l'androïde de Prometheus. Ils sont arrivés sur cette planète avec le professeur Shaw. Et elle est morte. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Il dit c'est un accident, David. Et quelques minutes plus tard, après s'être coupé les cheveux et teint les cheveux en marron, comme Walter, comme c'est bizarre, et après lui avoir appris à jouer de la flûte, on va apprendre que David, en arrivant sur cette planète, c'était plus ou moins la planète d'habitation où vivaient tous les ingénieurs restants, et il les a tous tués, avec les parasites, bizarrement. Et là, ça fait totalement religieux, hein, la plague, tu sais, les sauterelles... Le côté God qui est au-dessus de nous, c'est totalement religieux à ce moment-là, ça te l'éclabousse en pleine gueule, t'es obligé de voir ça, hein, c'est comme la Longinus dans Batman v Superman, tu le vois automatiquement, hein, le parallèle avec le mec qui se prend pour Dieu et qui il fait tout un pataquès sur la création, voilà, ça revient souvent, hein, les paroles de David, tout ça, il veut s'émanciper de sa condition de androïde, et il dit que, voilà, il aime pas les humains. Il s'est totalement rebellé contre eux. Et donc, plus tard, t'as les néomorphes qui vont attaquer les survivants, attaquer la base où ils se trouvent, et continuer leur massacre. Mais Oram va tuer l'un d'entre eux, et ça va provoquer l'ire de David. Donc tu sens que là, déjà, il a des choses à se reprocher. Et Oram va l'ordonner de lui expliquer c'est quoi ce bordel, à quoi tu joues, David, pendant que le Covenant essaye toujours de rejoindre les autres. Et David va montrer ses expériences. Il a construit un véritable laboratoire avec plein des têtes de néomorphes, des parasites, et les fameux œufs d'aliens, qui sont la quintessence, la finalité de son travail. Donc voilà, on apprend que les xénomorphes, et ça n'a pas convaincu, et ça n'a pas plu à beaucoup de monde, hein, croyez-moi, et moi aussi, on apprend que les xénomorphes ont été inventés par un cinglé, voilà, un professeur fou, créé de la main de quelqu'un, quoi. Alors qu'on pensait que c'était de l'évolution, et qu'ils ont été nés autrement, mais pas comme ça. C'est pour ça n'a pas convaincu tout le monde, hein, ça n'a pas plu l'explication de l'origine, qu'on apprend donc dans Covenant. Et donc il amène Oram avec sa pouponnière, entre guillemets. C'est plein des vrais facehuggers. C'est pas vraiment les vrais aliens qu'on connaît, mais c'est presque. Ça s'y rapproche vraiment beaucoup. C'est quasiment les mêmes, hein, à peu de choses près. Et donc, Oram se fait facehugger et
Et il donne naissance à un vrai alien noir et donc, Danny et les autres vont essayer de se débarrasser de l'alien mais là aussi, c'est pareil. Quand l'alien, il chestburst au rame, c'est un alien miniature avec des bras et tout, c'est pas un chestbuster là aussi. Pourquoi ? Ça a aucun sens. Enfin bref, on va aussi voir ce qui est arrivé au professeur Shaw. En fait, elle est pas morte d'un accident, c'est David qui l'a tuée, quoi. Il a développé une espèce d'obsession morbide envers elle. Dès qu'elle a exprimé son mécontentement, on le voit pas dans le film, hein, on voit que son cadavre qui est ouvert et dimorphe. Mais elle a exprimé son mécontentement du fait que David a tué tous les ingénieurs, voilà. Alors qu'il avait fait ça pour lui rendre service, plus ou moins, je suppose, même si c'est pas vraiment expliqué dans le film. Mais après, il a commencé à la droguer, je suppose, ou la neutraliser et faire ses expériences sur elle, voilà. Pour les xénomorphes et tout. Mais Walter, qui lui, de son côté, ne partage pas son opinion, eh ben ils vont se confronter, voilà. Ça va être l'affrontement Walter contre David. Il dit vous savez que je ne peux pas vous laisser partir, et il cautionne pas du tout son point de vue sur les humains et ce qu'il a fait avec les expériences, et donc il va vouloir l'arrêter. Et là va y avoir un combat entre Walter et David, et c'est impressionnant, parce que Michael Fassbender, il a pas de frère jumeau, hein, à ma connaissance, il a un double rôle, Walter et David, il interprète les deux, et là tu vois les deux en même temps, t'en vois un qui touche l'autre, ils se combattent, même avec la flûte, comment c'est possible ? C'est une prouesse technique, hein, vraiment, c'est bluffant ce qu'ils ont fait, ils ont mis son visage sur un autre acteur ou je sais pas quoi, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est énorme, quoi, voilà. Sauf que, même si Walter dit que il y a eu des mises à jour depuis votre modèle, et qu'il est censé être meilleur que David, en fait, David, à la fin, après le combat contre les deux, t'en as un il va le choper à coups de pierre, il va lui écraser la tête, et l'autre, il est sur le point de choper un couteau, David. Donc, lequel a gagné ? T'en vois un qui sort, tu te demandes, c'est qui ? Voilà. Il me semble que Joueur du Grenier, dans sa critique, enfin quand ils en parlaient de Covenant, à un moment ils en parlent dans l'une de leurs critiques ciné, il dit oh, comme par hasard il sort et il se rhabille. Oh, je me demande bien qui ça peut être. Moi je l'ai pas vu, hein. Je le vois pas, hein. Quand il sort, pour moi il se touche pas les vêtements ni rien, hein. Non, pour moi, il se rhabille pas, mais tu pouvais le savoir au moment où il se teint les cheveux en marron, alors que de base, il se coupe les cheveux. Il se fait exactement la même coiffure que Walter, même si c'est celle qu'il avait à l'origine, tu le vois au début. Tu sais pas pourquoi il est passé blond, du coup, mais il était en mode Rahan. Voilà, il avait les cheveux mi-longs et blonds. Et là, tu le savais tu pouvais le deviner qu'il voulait prendre la place de Walter à ce moment-là. Donc il s'est coupé la main, parce que Walter avait perdu sa main gauche en protégeant Danny. Et voilà, il se fait passer pour Walter à la fin du film. Et la première fois, tu le sais pas. Tu penses que c'est Walter. Même si t'avais des signes, encore une fois, tu pouvais le deviner. Mais tu auras la réponse que dans vraiment les dernières secondes du film. Parce qu'il y a un deuxième alien, et les deux sont tués par Danny. Comme quoi, elle est assez balèze quand même, hein, comme perso. Moi, je suis pas fan, hein, du personnage, mais certains disent qu'il y a des similitudes avec Ripley. Elle a été faite pour ça, des ressemblances. Elle est relativement androgyne, comme Sigourney Weaver. Voilà, les cheveux courts, tout ça. Mais voilà, elle a réussi à en tuer un avec les pinces de la navette. Elle l'a écrasé comme une mouche, comme ça, là. Et en fait, il y en a un deuxième avec celui qui est né à l'intérieur du corps du Mexicain, là. Il a été face-hug pendant 5 secondes, hein, pas plus. Hein. Et il a l'œuf dans son corps. Là aussi, c'est pas vraiment logique, c'est un petit peu... what the fuck ? Quel est l'intérêt de rester accroché plusieurs heures au visage de sa victime, alors, si 5 secondes ça lui suffit. Il y en a un deuxième donc, et donc celui-là, elle arrive à l'éjecter dans l'espace, comme d'habitude, hein, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Hein. C'est toujours comme ça, c'est une espèce de tradition dans les aliens, faut croire. S'en débarrasser en l'éjectant dans l'espace. Et voilà, après, ils se remettent. Ils ont la satisfaction du devoir accompli. Il n'y a que 2 survivants sur les colons qui avaient été réveillés, tous les autres sont morts. Il y a Danny et Tennessee, le pilote, entre guillemets.
Mais maintenant, il est temps de se rendormir et de retourner sur la planète que, originellement, on aurait dû aller pour la terraformer, et pas de détour cette fois-ci. Et là, t'as Walter, entre guillemets, qui les met en congélation, mais au moment où elle est enfermée dans le cryotube, Dani, elle s'aperçoit que... avec une phrase qu'elle avait dit à Walter, et il comprend pas, donc là, elle comprend que c'est David, et là, elle panique, mais David arrive à les cryogéniser et à prendre le contrôle du vaisseau, et il a amené avec lui 2 embryons, entre guillemets, de facehugger. Là aussi, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, c'est des œufs ovales assez gros, et pareil, les facehuggers, ils sont assez gros, et là, dans sa bouche, il avait amené avec lui 2 embryons, donc c'est des œufs, hein, des œufs de poule, entre guillemets, c'est vraiment tout petit, hein. De petits facehuggers là aussi. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On n'en sait rien, on n'a pas la suite. Ça se termine comme ça, mais on ne peut que l'imaginer. En sachant que dans une version spéciale, ou dans des comics, ou dans des dramas audio, ou des mini-films, ou je sais pas quoi, tu entends David qui dit qu'il veut faire de Dani la même chose qu'il avait fait à Shaw. Et il veut faire d'elle sa reine. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça deviendra la reine de LV426 aussi, il faut. Et donc ils vont crever comme ça. Mais vraiment, moi je regrette qu'il n'y ait pas eu de suite, pour une seule raison, c'est de voir quelqu'un donner ce qu'il mérite à David, quoi, et le tuer, enfin, une bonne fois pour toutes, parce qu'il est énervant, ce perso de merde. Enfin voilà, c'est comme ça. On en a fini avec les films Alien. Il ne me reste plus qu'à vous parler des short films, les fameux films courts-métrages qu'il y a eu pour Alien. Je les ai pas vus, hein, par contre. Mais t'en as quand même pas mal, hein. T'as eu Ted 2023 et Quiet Eye Elizabeth Shaw. Donc ça, ces deux-là, c'est sur Prometheus. Et à l'occasion du 40e anniversaire de Alien, en 2019, t'en as eu plein, hein. T'en as eu 6 hein, quand même. T'as eu Containment, Specimen, Night Shift, Ore, Harvest et Alone. Et t'as aussi eu une série télé, Alien Earth. Enfin, tu vas avoir une série télé qui va arriver en 2025. Et une pièce de théâtre, Alien The Play, en 2019. Donc voilà, c'est la fin de ce dossier consacré à la série Alien. Encore une fois, une série culte, mais un petit peu inégale au niveau de ces films. De toute façon, si vous vous souvenez bien, cette vidéo-là, c'est un peu pareil que celle que j'avais fait sur Jurassic Park. Et Jurassic Park, c'est la même chose, hein. Les derniers films, c'est encore pire que Alien, hein, je veux dire. Ceux qui sont vraiment de qualité. Pour moi, il n'y a que le 1 et le 2, le monde perdu. Et pour certains, c'est que le 1, donc c'est costaud. Même si j'avais bien aimé le premier Jurassic World, là c'est un petit peu la même chose, hein, avec le 3 et le 4. Mais Prometheus et Alien Covenant, c'est pas pourri, hein, franchement. C'est pas nul à chier, hein, c'est pas immonde, c'est pas des bouses. C'est des films qui ont beaucoup divisé, hein, c'est du 60%, 6 sur 10, hein, attention. Hein. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé. Mais ils ont quelque chose, hein, ils ont leur propre personnalité. Tu comprends un petit peu quand même, hein, le scénario, là où Ridley Scott, il a voulu nous amener. Mais c'est quand même... ça part dans tous les sens, ça a aucune logique... C'est un mélange entre les anciens aliens, avec le gore, le chest bursting ou le back bursting. Ça sort de ton dos, avec des pics et tout, c'est assez dégueulasse parfois là aussi. Encore une fois, la scène du poulpe avec le ventre de Shaw et tout ça. Puis le personnage de Shaw, quoi, what the fuck? Pourquoi l'avoir tué comme ça dans Covenant, surtout sans le montrer? Au fait, ce personnage, il est mort, hein. Regardez, c'est elle, là. Cette espèce de maquette dégueulasse avec un visage en plastique. C'est elle. Hein? C'est une blague. Attendez, c'est quoi ça? Non mais voilà, après chacun aura son propre avis, et les 4 premiers films Alien, j'ai dit beaucoup moins de défauts que pour Prometheus et Alien Covenant, mais ils en ont eux aussi, hein. Et là aussi, t'as des trucs pas logiques et des erreurs de continuité, et voilà. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est un réalisateur différent, ou presque. Donc, chacun essaye de s'approprier la licence comme il veut, et... Est-ce que tu peux respecter le noyau d'origine comme ça? La plupart du temps, c'est le cas, hein. Mais paradoxalement, je trouve que c'est les films de Ridley Scott qui ont le plus violé, entre guillemets, les films Alien, donc c'est un peu paradoxal quand même. Mais enfin bref, c'est pas comme c'était la première fois. On avait eu l'exemple avec The Ring,
avec le réalisateur original qui était revenu des années plus tard lui aussi, et là aussi c'était pas folichon. Enfin bref, chacun aura son propre avis comme d'habitude. C'est la fin de ce dossier consacré à Alien. Je vous invite à guetter le dossier sur Predator, la série, où je parlerai là des deux films Alien versus Predator. Donc on reverra nos amis xénomorphes. Mais voilà, hein, c'est un film culte, une créature culte, vraiment l'un des monstres de cinéma les plus emblématiques. Ça a été parodié des milliards de fois, peut-être dans Les Simpsons, Conker's Bad Fur Day. On le voit, hein, il y est... avec Get Away From Her Beach, tout ça. La fameuse réplique du film, avec le fameux robot jaune, là, avec ses pinces. C'est une licence culte, hein, comme beaucoup d'autres, évidemment. Vraiment une époque où le cinéma, c'était autre chose que maintenant. Voilà. Allez, voilà, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao pour de nouvelles aventures.